Bonjour à tous, alors nouveau cours d'histoire, on retourne dans le thème 2 après avoir traité un petit peu de la 4ème République. Et là on va s'intéresser à la construction des nouveaux États suite au mouvement de ce qu'on appelle la décolonisation. Voilà. Et donc je voulais revenir en introduction sur ce qu'est la colonisation et ce processus un petit peu particulier de la colonisation. On en a parlé un tout petit peu déjà en début d'année quand on a fait les causes de la Première Guerre mondiale, mais ça fait un moment maintenant. Donc la colonisation, c'est un mouvement qui commence au XVIe siècle et qui permet aux pays européens d'avoir des empires coloniaux extrêmement importants. Donc c'est bien la domination par les pays européens d'un certain nombre de pays, notamment en Afrique et en Asie. Voilà. Donc là, vous le voyez à l'écran, hein, qu'est-ce que la colonisation? La création de nouvelles cités indépendantes autour de la Méditerranée? Pas du tout. La pratique de l'esclavage et du commerce triangulaire entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, ou l'occupation et l'exploitation d'un territoire étranger par une métropole, c'est bien le petit c, l'occupation et l'exploitation d'un territoire étranger par une métropole. Quelles sont les deux plus grandes puissances coloniales au XIXe siècle et au début du XXe siècle? C'est évidemment le Royaume-Uni et la France, qui sont les deux plus grands empires coloniaux. Voilà. Ensuite, question numéro 3, par quel pays l'Inde et l'Algérie sont-elles respectivement colonisées? Eh bien, c'est là encore le Royaume-Uni et la France. Voilà. Alors, vous le voyez sur la carte que vous avez à l'écran, les puissances coloniales principales, c'est évidemment l'Empire britannique, l'Empire français, l'Empire belge, l'Empire néerlandais, et un petit peu moins l'Empire portugais, espagnol et italien. Voilà. Ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'au début du XXe siècle, les principaux empires européens maîtrisent 60% des terres mondiales et 65% de la population. On a quelque chose qui est massif, voilà, et qui est très important. La possession de colonies pour un État, c'est une source de prestige. Elle permet aussi de développer l'économie des différents États colonisateurs. Et il y a une notion sur laquelle il faut qu'on revienne aussi quelque peu, c'est la notion de civilisation. Quand les empires européens commencent à coloniser l'Afrique et l'Asie, ils sont dans une démarche d'amener soi-disant la civilisation, et je mets cette expression grandement entre guillemets. Ils se sentent supérieurs, ils sont persuadés finalement qu'ils ont un modèle culturel supérieur aux autres nations et qu'ils doivent donc développer cette civilisation aux autres pays du monde. On en est là de la constitution des empires. Là, on a la carte finalement en 1945 des grands empires coloniaux. Dès le début du XXe siècle, des mouvements d'indépendance se développent dans les pays colonisés et le contexte de la Seconde Guerre mondiale va accélérer ce processus. Pourquoi? Parce que, j'en parlais il y a quelques minutes, le projet de civilisation qui était censé amener les pays européens est un échec avec la Seconde Guerre mondiale. On est dans une violence extrême et qui finalement ne permet pas de développer ce projet de civilisation. De plus, les grandes puissances militaires qui étaient la France et l'Angleterre vont se retrouver dans l'incapacité de défendre la totalité de leurs terres. Et la Seconde Guerre mondiale a donc amené un contexte beaucoup plus favorable à ce que l'on va appeler la décolonisation, c'est-à-dire l'accès à l'indépendance des différentes colonies au cours de la période 1945-1970. Le processus de décolonisation, c'est un processus long qui va être difficile pour bon nombre d'États. D'abord d'accéder à l'indépendance, puis plus tard, non seulement d'accéder à l'indépendance, mais de permettre le développement de l'État une fois qu'il est libéré finalement du joug de la métropole colonisatrice. Et là, le contexte de la guerre froide est très important aussi à avoir en tête, parce que ces États vont aussi avoir du mal à émerger sur la scène internationale à cause du contexte de guerre froide, à cause de l'affrontement indirect que se mènent l'URSS et les États-Unis d'un côté, et certains États vont vouloir finalement ne pas entrer dans le jeu de la bipolarisation du monde, et on va le voir au cours du chapitre, de créer donc une troisième voie. Je vous propose donc la problématique suivante, comment les colonies accèdent-elles à l'indépendance et comment les États décolonisés se développent-ils et s'affirment-ils sur la scène internationale. Voilà.
Cette problématique, elle est simple, hein, et en réalité, elle a vraiment deux dimensions, et ça va être, entre guillemets, l'articulation de ce chapitre, hein. D'un côté, comment on accède à l'indépendance, de l'autre côté, comment on se développe, et comment les différents États s'affirment sur la scène internationale. On va faire simple, mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à comprendre ces deux phénomènes, et pour traiter ça, on va parler d'un cas un petit peu particulier, qui est celui de la décolonisation de l'Algérie. Voilà. Alors, grand 1, la décolonisation, un processus long et difficile. Grand A, les grandes étapes de la décolonisation. Je vous propose d'abord de lire le texte qui est sur la gauche de l'écran, les facteurs des décolonisations. Le second conflit mondial a été l'événement fondateur de la décolonisation en redistribuant les forces au profit des deux grandes puissances hostiles au colonialisme des puissances européennes. À partir de 1945, par enchaînement, l'indépendance d'une colonie en appelle d'autres. Que l'indépendance de l'Inde débouche sur celle de Ceylan et de la Birmanie, puis indirectement celle de l'Indonésie. La France ne peut refuser à la Tunisie ce qu'elle vient d'accorder au Maroc, et ces deux indépendances encouragent le nationalisme algérien à revendiquer un traitement similaire. D'après Bernard Droz, Histoire de la décolonisation au XXe siècle, Seuil 2006. Ce texte, il est très important parce qu'il nous permet de comprendre déjà que la décolonisation, elle naît aussi du fait que certains États accèdent à l'indépendance et que cette accession à l'indépendance va entraîner d'autres États à avoir les mêmes revendications, à vouloir finalement le même processus. Pour autant, en fonction des États, les processus de décolonisation sont quelque peu différents. Autant il a été pacifique pour l'Inde, autant on le verra avec la guerre d'Algérie. Ça a été un processus long, douloureux et violent, parce que là on parlera d'une guerre. Je propose de regarder une petite vidéo pour vous comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Les mythes de l'invulnérabilité des puissances coloniales et de la supériorité de la race blanche sont sérieusement ébranlés dès le début de la Seconde Guerre mondiale. En Europe, les Pays-Bas, la Belgique, la France s'effondrent en quelques semaines devant l'offensive allemande, tandis qu'en Asie, les puissances européennes sont dans l'incapacité de défendre leurs colonies face au Japon. En juillet 1941, les troupes japonaises occupent l'Indochine française. À la suite de l'attaque surprise contre la base américaine de Pearl Harbor, Tokyo bénéficie de la maîtrise du ciel et de la mer et lance des offensives foudroyantes contre les pays d'Asie du Sud-Est et de nombreux archipels dans le Pacifique. Hong Kong tombe le 25 décembre 1941. Singapour le 15 février 1942. Aux Philippines, les dernières troupes américaines rendent les armes le 6 mai. En quelques mois, le Japon, avec parfois l'appui des populations indigènes satisfaites de secouer le joug colonial, prend le contrôle de la quasi-totalité des possessions françaises, britanniques, américaines, hollandaises et australiennes depuis la Birmanie jusqu'à la Nouvelle-Guinée. Dans d'autres colonies, le nationalisme se radicalise pendant le conflit. En Inde, de violentes émeutes éclatent en 1942. Le parti du Congrès réclame le départ immédiat des Britanniques, selon la formule restée célèbre de « Quitte India ». Au Maroc, le sultan réclame la fin du protectorat français en janvier 1943 et crée un parti unitaire pour l'indépendance, le parti de l'Istiklal. En Algérie, le leader Ferhat Abbas renonce à ses espérances réformistes et demande en février 1943, dans le manifeste du peuple algérien, la création d'un État autonome. Enfin, les colonies sont mises à contribution pour soutenir l'effort de guerre. L'Inde devient un gigantesque atelier militaire et fournit au Royaume-Uni plus de 2 millions de combattants. La France mobilise près de 250 000 ressortissants d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Les peuples colonisés attendent que leurs sacrifices soient reconnus après la guerre, d'autant qu'un certain nombre de promesses sont données. En août 1941, la Charte de l'Atlantique signée par Roosevelt et Churchill pose comme principe fondamental de la paix future
le droit de chaque peuple à choisir la forme de gouvernement sous laquelle il veut vivre. En février 1944, à Brazzaville, le général de Gaulle s'engage à promouvoir une politique de réforme après la guerre. En juin 1945, la charte de l'ONU est signée à San Francisco. Elle affirme les principes d'égalité des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Alors de cette vidéo, tout n'est pas à retenir, mais il y a quelques éléments fondamentaux à vraiment avoir en tête. D'abord, la fin de la suprématie de la civilisation européenne, enfin en tout cas de son mythe. Voilà. Ça c'est très important. L'Europe apparaît très affaiblie au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Elle n'est plus aussi puissante que ce qu'elle a été en 1939 au début finalement de la Seconde Guerre mondiale. Autre point essentiel, pendant toute la guerre, on s'est servi des colonies pour fournir en hommes, en armes, en matériaux les pays européens. Et on a fait des promesses aussi à ces pays d'avoir plus de droits, parfois même un processus de décolonisation. Et ces processus et ces promesses n'ont pas toujours été tenus. Ça, on y reviendra. Et puis un contexte plus favorable aussi, parce qu'un certain nombre de textes, notamment la Charte des Nations Unies, envisagent le fait que chaque peuple ait la possibilité de choisir le mode de gouvernement qui lui plaît. Voilà, ce qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà, cette expression, vous pouvez la retenir, un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et là, on va s'intéresser maintenant, c'est la partie droite de l'écran, à la position des États-Unis, de l'URSS et de l'ONU. Voilà, parce que c'est important d'avoir quand même ça en tête déjà. Je vais commencer par la position des États-Unis que nous donne Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis, le 14 août 1941. Et il nous dit « On ne peut lutter contre la servitude fasciste et en même temps ne pas libérer sur toute la surface du globe les peuples soumis à une politique coloniale d'un autre âge. » Donc on le voit, les États-Unis, qui, je vous le rappelle, dans leur histoire, ont un rapport particulier à la colonisation. Ils étaient eux-mêmes colonies britanniques avant leur accession à l'indépendance en 1776, après une guerre. Ils sont très favorables à la décolonisation et dès 1941, ils l'expriment. L'URSS se veut aussi contre la colonisation. Et Zhdanov, qu'on a déjà vu sur le chapitre sur la guerre froide, nous dit « L'URSS est le seul vrai défenseur de la liberté et de l'indépendance de toutes les nations, un adversaire de l'exploitation coloniale sous toutes ses formes. L'URSS ne peut pas être autre chose qu'adversaire de la colonisation. La colonisation, c'est un processus qui marque l'inégalité entre les peuples, parce qu'un pays se permet de dominer un autre et de ne pas lui donner la totalité des droits. Voilà. C'est ça la colonisation. Donc évidemment, dans l'idéologie communisme d'égalité, on ne peut finalement accepter ce phénomène de colonisation. Et donc Zhdanov, en 1947, se prononce lui aussi en faveur du processus de décolonisation. Alors, ce qui est très drôle, quand même, drôle c'est pas le terme, mais c'est quand même un petit peu, c'est que l'URSS est contre la colonisation. Par contre, elle a asservi une partie des populations d'Europe de l'Est, on l'a vu dans le chapitre sur la guerre froide. Donc une position qui n'est pas toujours très claire, et c'est pareil, les États-Unis, on aurait pu dire la même chose. Certes, ils sont contre la colonisation, ils sont contre la colonisation, mais ils ont installé, notamment en Amérique du Sud, un certain nombre de dictatures pour lutter contre la propagation du communisme. Donc, c'est un petit peu des modèles idéologiques, mais dans la pratique, dans la politique au sens strict du terme, c'est parfois plus compliqué. Quelle est en revanche la position de l'ONU face à la colonisation ? On nous dit, d'après une recommandation à l'Assemblée générale de l'ONU en 1952, les États membres doivent reconnaître et favoriser la réalisation dans les territoires non autonomes du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, compte tenu de la charte de l'ONU et de la volonté librement exprimée des populations. Donc là encore, on a une recommandation de l'ONU qui est plutôt favorable à la décolonisation. Et n'oublions pas que les principaux membres de l'ONU, et notamment du Conseil de sécurité, sont quasiment toutes des puissances coloniales. La France, le Royaume-Uni, par exemple, sont des pays colonisateurs qui ont encore des colonies
et qui pour autant, à l'ONU, adopte parfois des recommandations qui sont favorables à la décolonisation. Donc on a un contexte qui est favorable à la décolonisation, mais qui se heurte parfois à la réalité de la politique. Alors ces textes-là, vous les retrouvez page 105 de votre manuel, donc n'hésitez pas à les relire et à les avoir en tête parce qu'ils sont quand même très très importants. Voilà. Donc jusque-là, on a vu que le contexte était favorable, que la Seconde Guerre mondiale a fait naître des espoirs de décolonisation et que les premières années de guerre froide, avec la volonté affirmée des États-Unis et de l'URSS de favoriser la décolonisation et les recommandations de l'ONU sont favorables, là encore, à un processus de décolonisation. Ce processus, si vous prenez la page 105 de votre manuel, on peut le voir et on peut le suivre sur une petite carte qui va s'afficher d'ailleurs aussi. Il est long et il est, pour faire très simple, on peut le voir en deux phases différentes. La première phase de décolonisation, pour faire très simple, elle a lieu entre 1947 et 1955. Ce sont principalement les pays d'Asie qui sont décolonisés, même si on note aussi quelques cas de pays africains tels que la Libye ou l'Érythrée par exemple. Quelques pays du Proche-Orient aussi accèdent à l'indépendance, comme la Syrie, la Jordanie, le Liban ou le Yémen. Mais pourquoi finalement ça commence en Asie? Tout simplement parce que la défaite du Japon et l'éloignement d'avec les grandes métropoles fait que la décolonisation sera un petit peu plus rapide. Ce qu'il faut voir, c'est que ces indépendances, elles sont parfois compliquées. Rappelez-vous ce qu'on a dit par exemple de la guerre du Vietnam, qui sera très très longue et très compliquée. Voilà. La deuxième phase de décolonisation, elle a lieu entre 1956 et 1964. Elle concerne principalement l'Afrique. Seuls quelques territoires obtiendront leur indépendance après cette date. C'est l'extrême sud de l'Afrique notamment, comme l'Angola, la Namibie ou le Botswana. Pour vous donner une idée, l'Angola, il faudra attendre 1975 pour que soit proclamée l'indépendance de l'Angola. Ces indépendances tardives, elles sont liées aussi à la guerre froide et à la lutte d'influence entre l'URSS et les États-Unis. Et d'ailleurs, vous le voyez sur la carte que vous avez devant vous, l'URSS soutient assez massivement les guerriers indépendantistes face aux métropoles colonisatrices. Donc pour résumer rapidement, la décolonisation, elle commence dès 1945, elle se finira donc à la fin des années 70. Ce mouvement de décolonisation, il naît de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide aussi, et en fonction des États, on aura donc une indépendance négociée et donc un processus pacifique, ou au contraire des processus violents et guerriers, comme au Vietnam par exemple, comme en Angola, comme en Algérie, puisque là c'est le cas qu'on va étudier un petit peu plus longuement ensemble. Je vous propose aussi de faire référence à votre manuel parce que nous on va étudier l'Algérie, mais c'est bien que vous ayez aussi en tête ce qui s'est passé dans les Indes britanniques. Et ça, vous pouvez le voir avec les pages 96 et 97 de votre manuel, puisque l'Inde était une colonie britannique et grâce notamment à l'action de Gandhi, l'indépendance de l'Inde, enfin des Indes britanniques, se fera de manière pacifique et négociée avec le gouvernement britannique, ce qui donnera naissance à plusieurs États, le Pakistan, l'Union indienne et la Birmanie, puisque ce sont plusieurs États qui sont créés à la fin de l'indépendance de ces États. Voilà. Passons donc au grand B, la décolonisation, un processus difficile, l'exemple de l'Algérie. Première chose à noter, c'est que l'Algérie a un statut particulier dans les colonies françaises. Le début de la colonisation de l'Algérie, c'est 1830. Voilà. Dès 1830, la France commence la conquête de l'Algérie. Et en 1848, et ça c'est une date très importante que vous devez absolument retenir, l'Algérie devient des départements français. On crée 3 départements français en Algérie. C'est-à-dire que il faut comprendre que l'Algérie fait partie intégrante du territoire français à partir de cette date. Ce sont des départements. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi le processus sera si difficile et pourquoi la perte de l'Algérie, pour une part en tout cas de la population française, a été compliquée.
Donc l'Algérie, colonie française, mais département français dès 1848. Dès 1945, hein, les Algériens revendiquent la possibilité d'être indépendants. On a des émeutes le 8 mai 1945, des émeutes de Sétif, qui nous montrent déjà une certaine volonté d'indépendance. Volonté d'indépendance qui va s'accroître au fur et à mesure du temps, parce que vous le voyez là sur la petite carte qui s'affiche à droite de l'écran, le Maroc, qui était sous protectorat français, obtient son indépendance en 1956, exactement comme la Tunisie. Donc c'est vrai que l'Algérie, qui est entre ces deux territoires, va revendiquer aussi cette possibilité d'indépendance. Donc arrêtons-nous quelque peu sur la différence entre ce qu'on appelle les autochtones, donc les populations étant d'origine algérienne, et les Européens. Parce que, on vient de le voir, l'Algérie a comme statut d'être divisée en 3 départements français. Et pour autant, les inégalités économiques, sociales et politiques sont très importantes entre ces deux types de populations. Donc d'abord, une petite idée en termes de population, hein, l'Algérie, c'est 10 millions d'habitants, dont 1 million d'Européens vivant en Algérie. Regardons le taux de natalité. Donc le taux de natalité pour la population autochtone est à 45 pour 1000 et il est à 19 pour 1000 pour les Européens. Donc déjà un taux de natalité qui est légèrement différent, mais ça pourrait s'expliquer par une différence culturelle. Ce qui m'intéresse plus, c'est le taux de mortalité, qui lui est supérieur pour la population algérienne. On est à 14 pour 1000, alors qu'on est seulement à 9 pour 1000 pour les populations européennes. C'est-à-dire que l'accès aux soins est plus facile pour les Européens que pour les autochtones. De même, regardez le taux de mortalité infantile pour 1000, il est à 181 pour 1000 pour les autochtones et seulement à 46 pour 1000 pour les Européens. Donc une différence majeure qui s'explique aussi par le fait que l'accès aux soins est plus facile pour les Européens, d'autant que les Européens vivent globalement dans les grandes villes de l'Algérie, hein, alors qu'une partie de la population algérienne vit dans les territoires plus reculés, plus ruraux de l'Algérie, et a donc un accès aux soins plus difficile. La scolarisation dans le primaire, 20% seulement des enfants d'autochtones sont scolarisés, alors que c'est 100% pour les Européens. Là encore, une différence flagrante qui s'explique aussi par le fait que les Européens vivent dans les villes, mais pas seulement. Il y a quand même une forme de racisme, hein, il faut bien utiliser le terme, contre les Algériens. Regardez aussi le salaire journalier d'un ouvrier agricole en francs de 1954. 380 francs pour un autochtone, 1000 pour un Européen. Donc ce tableau il est très important parce qu'il matérialise les inégalités sociales et économiques que connaissent les autochtones face aux Européens. Et ça nourrit aussi un sentiment anti-européen en Algérie qui est assez légitime du fait que la France, patrie des droits de l'homme, qui revendique dans sa devise la liberté, l'égalité et la fraternité, or ici le principe d'égalité il est totalement nié. Les Algériens ont moins de droits que les Français, ils sont moins représentés à l'Assemblée nationale, et ils ne sont même pas représentés pendant un temps, ils n'ont quasiment pas le droit de vote. Enfin, on a quelque chose qui est extrêmement dur et difficile à vivre pour ces populations, avec une différence flagrante entre les Européens d'un côté et les autochtones de l'autre. Cela va amener une volonté d'indépendance très forte et la création d'un parti politique, le FLN, le Front de Libération Nationale, donc mouvement nationaliste indépendantiste algérien. Donc le Front de Libération Nationale, hein, c'est un regroupement en fait des différents mouvements indépendantistes algériens. Ils sont soutenus par l'Égypte, ça il faut le savoir, les principaux cadres du FLN sont d'ailleurs réfugiés en Égypte pendant une partie du conflit. Et le FLN lance un tract le 31 octobre 1954 que je vous propose de lire parce que c'est la déclaration de lutte pour l'indépendance. Il nous dit « L'heure est grave. Une équipe de jeunes militants a jugé le moment venu de sortir le mouvement national de l'impasse pour le lancer aux côtés des frères marocains et tunisiens dans la véritable lutte révolutionnaire.
Notre action est dirigée uniquement contre le colonialisme, seul ennemi obstiné et aveugle qui s'est toujours refusé à accorder la moindre liberté par les moyens de lutte pacifique. Ce sont là des raisons suffisantes qui font que notre mouvement de rénovation se présente sous l'étiquette de Front de libération nationale, but l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques, le respect de toute liberté fondamentale sans distinction de race et de confession, moyen de lutte conformément aux principes révolutionnaires, la continuation de la lutte par tous les moyens jusqu'à la réalisation de notre but. Ce texte, c'est une proclamation de guerre, de lutte contre l'indépendance, qui est donc diffusée le 31 octobre 1954 par le FLN. Que nous apprend ce texte? D'abord qu'il y a un contexte favorable à cette lutte. On est en 1954 et il faut savoir que la France est en conflit déjà pour l'indépendance d'une de ses colonies, l'Indochine, puisque 1954, c'est la date de la bataille de Dien Bien Phu qui est perdue par l'armée française. Donc on a déjà un contexte favorable. De même, les Tunisiens et les Marocains sont eux aussi en phase de négociation avec la France pour obtenir la fin du protectorat, notamment marocain. Ce texte nous dit qu'ils ont un objectif, donc l'indépendance nationale. Et il précise quand même ces objectifs. Ils veulent un État démocratique et social, mais dans le respect des principes islamiques. Donc on a derrière cette proclamation du FLN une volonté aussi de se rattacher à une religion, alors que la France, elle, est depuis 1905, sur un gouvernement qui est laïque avec les lois que vous connaissez. Ça, c'est déjà un premier point. Et ils nous disent que le moyen de la lutte sera simple, la révolution et la continuation de la lutte. Donc on a bien un programme qui n'est plus dans la négociation, mais dans la lutte armée. Et la lutte armée, elle aura lieu dès le lendemain, puisque les premiers attentats du FLN, c'est le 1er novembre 1954, sur la carte que vous avez à droite, vous voyez ces différentes petites étoiles qui représentent les premiers attentats du FLN, et notamment des actions extrêmement violentes, parce qu'on a par exemple un couple d'instituteurs qui est assassiné par des membres du FLN. Ça va être un choc pour la France, un choc politique évidemment, et un choc au niveau de la population, puisque on rentre pleinement dans la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, elle va être très longue, elle commence en 1954, elle ne se terminera qu'en 1962. On va détailler un petit peu la chronologie, mais je m'arrête encore quelques secondes sur la carte que vous avez, parce que pourquoi cette guerre elle a été aussi longue? Parce que la France a des intérêts très importants en Algérie. D'abord, 1 million d'Européens vivent en Algérie, ce qu'on appelle une colonie de peuplement. Deuxième élément, l'Algérie, ce sont des départements français. Mais troisième élément, vous le voyez sur la carte, on a des gisements de gaz naturel et de pétrole. On a donc des intérêts économiques très importants aussi pour la France à ne pas laisser tomber ce territoire algérien. On a un territoire qui est riche en ressources naturelles et qui intéresse à ce compte-là la France. Et puis il y a un autre élément qui n'est pas mentionné sur la carte, mais qu'il faut savoir, la France mènera les tests de la bombe nucléaire française dans le désert du Sahara en Algérie. Donc il y a aussi cet élément-là à prendre en compte, c'est que ça a un intérêt militaire très important d'être présent en Algérie. Donc on va avoir une guerre qui va être très longue, qui va être très dure et qu'il va falloir qu'on développe un petit peu ensemble. Alors, guerre d'Algérie 1954-1962. Déjà, première chose à prendre en compte, c'est qu'à l'époque, on ne parle pas du tout de guerre d'Algérie, on parle des événements d'Algérie. On n'emploie pas le terme de guerre, d'abord parce que il aurait fallu parler d'une guerre civile. Je vous rappelle qu'on parle de Français qui font la guerre à des Français, puisque l'Algérie est divisée en départements français. Pour autant, aujourd'hui, on est bien d'accord, on va utiliser le terme de guerre, et pour vous montrer un petit peu la dureté des combats, commençons par un petit bilan. 200 000 morts côté algérien, 24 000 morts du côté des militaires français, auxquels il faut ajouter 60 à 80 000 harkis. Alors on va employer ce terme-là. Harkis, donc ça désigne les combattants algériens de l'armée française qui seront en partie d'ailleurs massacrés après l'indépendance par le FLN au pouvoir.
Donc les harkis, ce sont bien des soldats algériens qui vont se battre aux côtés de l'armée française pour maintenir la présence française en Algérie. Donc on le voit, un conflit très violent, très meurtrier. On parle quand même donc de plus de 300 000 victimes, au moins. Donc on a quelque chose d'assez massif. Et un conflit qui va marquer la France parce que c'est un conflit qui divise énormément. Qui divise énormément parce qu'en Algérie, on a évidemment les partisans du FLN, donc de l'indépendance. On a des Algériens qui sont partisans de l'Algérie française, donc l'Algérie reste une colonie française, évidemment avec plus de droits et avec une volonté d'égalité, mais une volonté de rester du côté des Français. De même, du côté des Européens vivant en Algérie, on en a qui souhaitent la présence française en Algérie, rester avec une présence française. Et dans l'opinion publique française, c'est pareil, on a cette fracture autour de la guerre d'Algérie qui va d'ailleurs s'accentuer avec le temps, parce qu'avec la dureté de la guerre, avec le nombre de morts, cela va encore s'accentuer, les divisions vont encore s'accentuer. La division de l'opinion sur la guerre d'Algérie, elle est très importante parce qu'elle va précipiter la chute de la 4ème République. On l'a vu au chapitre présent, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ces chapitres dans cet ordre-là. La 4ème République, elle va durer très très peu de temps. Elle est inaugurée en 1946 et en 1958, elle chute. Elle chute à cause de la guerre d'Algérie, parce que ne trouvant pas de solution à la crise, on rappellera De Gaulle au pouvoir, et quand De Gaulle est rappelé au pouvoir, il fera changer la Constitution. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans le chapitre qu'on fera justement sur la 5ème République et la naissance de la 5ème République. Mais il faut que vous le sachiez maintenant, être bien attentif à ces événements en Algérie, parce qu'on en aura besoin dans les futurs chapitres, et puis ça vous permet de comprendre comment on en est arrivé à la création de la 5ème République. Parce que ça, c'est quand même très très important, puisque la 5ème République, elle naît des conséquences de la guerre d'Algérie, elle naît en 1958, après 4 ans de conflit, enfin 3 ans et quelques de conflit en Algérie. Alors évoquons maintenant un petit peu les combats, ce qui s'est réellement passé en Algérie. Donc vous le voyez, un 1er novembre 1954, premier attentat du FLN, début du conflit armé. Les négociations avec le FLN ne vont pas avoir lieu tout de suite. On a d'abord une phase de combat, de conflit assez important. Et si bien qu'en août 1955, donc vous voyez seulement quelques mois après les premiers attentats du FLN, on décide l'envoi du contingent en Algérie. Donc le contingent, c'est l'armée, et y compris les appelés qui sont envoyés en Algérie. C'est-à-dire que les jeunes Français qui faisaient leur service militaire sont envoyés en Algérie pour pacifier l'Algérie, c'est le terme qu'on emploie à l'époque. La violence va être utilisée massivement par le FLN et par l'armée française. Le FLN utilise une tactique de guérilla, d'attentat. Le FLN se cache au milieu de la population, se cache aussi dans les massifs montagneux de l'Algérie. Et pour traquer les membres du FLN, l'armée n'hésite pas à employer, y compris des armes de guerre, notamment ce qu'on a appelé les bidons spéciaux. Donc en gros, ce sont des bidons qui contiennent du liquide inflammable et qu'on utilise dans les massifs montagneux pour essayer de déloger les membres du FLN qui s'y cachent. L'armée va aussi utiliser les techniques d'interrogatoire, parfois assez poussées, pour obtenir des informations, savoir où sont les membres du FLN. Et comment les trouver. On va assister à une escalade de la violence massive entre les deux camps. La violence appelant la violence, on a une utilisation massive de la violence, de la torture dans les deux camps. Voilà. C'est une guerre qui va provoquer un choc psychologique très intense dans la population française et dans la population algérienne, parce qu'on en arrive à légitimer l'utilisation de la torture. Voilà, et ça, c'est très clairement raconté par le témoignage de soldats français, notamment, et par le témoignage d'Algériens aussi. Et je vous propose qu'on en regarde deux maintenant.
Alors le premier est un document de Jean-Pierre Vittori, Nous les appelés d'Algérie, publié en 1977. Donc appelés d'Algérie puisque ce sont des soldats français qui faisaient leur service militaire et qui sont envoyés en Algérie. Il nous dit: des suspects sont arrêtés. Les grands moyens sont employés avec l'arrivée d'un spécialiste qui s'attaque aux suspects. Jusqu'ici, quelques coups de poing, 2-3 gifles, des menaces. Ces méthodes soulèvent la nausée et la protestation de ceux qui l'ont vu. Nous ne sommes pas des assassins, disent les appelés. Mais vous savez de quoi les rebelles sont capables? Leur répond-on. Ils ont exécuté 3 amis de la France. La compagnie voisine a eu 2 tués dans une embuscade. Le saviez-vous? Alors on parle d'efficacité, de sauver des vies humaines, la vôtre peut-être. Ceux qui protestent sont déjà moins nombreux. Tous s'imaginent la gorge ouverte. La fatigue et la peur commencent à agir. Alors, quelques-uns bousculent un peu un arabe, on frappe un suspect, c'est l'escalade. Ce texte, il est révélateur de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. On a donc l'armée qui va utiliser massivement les méthodes d'interrogatoire et de torture, voilà, parce que là, on en est là, hein, on a utilisé la torture en Algérie, il faut être clair et conscient de notre histoire. Et sous le prétexte que finalement, si on obtenait des informations, si on trouvait les membres du FLN, alors on sauverait des vies de soldats français, mais aussi d'Algériens, puisque le FLN tue aussi des Algériens qui se sont suspectés d'aider la France. Voilà. Ça, c'est très important. Le FLN ne tue pas que des Français, il tue aussi des Algériens qui sont accusés d'aider la France. Mais de ce point de vue-là, il faut être clair, on a utilisé massivement la violence. Et c'est intéressant aussi c'est intéressant, non, le terme est très malheureux et très mal choisi, mais je reprends la phrase « tous s'imaginent la gorge ouverte » parce que c'est une scène qui s'est déroulée aussi pendant la guerre d'Algérie. Le FLN, quand ils attaquaient les soldats français, très souvent égorgeait aussi les soldats français ou des civils. D'où cette phrase aussi mentionnée dans ce texte. On va lire maintenant le deuxième texte, Un an dans les Aurès, de Jacques Pluchot, soldat français du contingent Les Temps modernes, publié en 1957. Dans l'Aurès, nous traversions souvent des villages abandonnés qui avaient été mitraillés par l'aviation française, bombardés ou incendiés. À plusieurs reprises, nous rencontrâmes des charniers d'hommes et de mulets. Il s'agissait de caravanes prises en chasse par l'aviation. En octobre 1956, la compagnie fut mutée à Ménaa, petite ville de 2000 habitants. On recommença à arrêter un grand nombre de gens et les tortures reprirent leur rythme régulier. Au mois de janvier 1957, un petit convoi de 30 soldats subit à 6 km de Ménaa une embuscade très rude. 7 morts, 9 blessés graves et 8 blessés légers. 2 jours plus tard, nous descendions sur 2 villages situés à 1 km du lieu de l'embuscade. Une dizaine de civils furent exécutés sur place en représailles. Là aussi, vous avez un texte qui est révélateur de la situation en Algérie. L'aviation française qui mitraille, qui bombarde des villages suspectés d'abriter des membres du FLN, qui prennent en chasse les caravanes qui amènent le ravitaillement aux membres du FLN. Donc parfois ils viennent du Maroc ou de la Tunisie. Ça, je vous conseille de reprendre la carte de votre manuel document 3, page 98, qui vous montre justement cela. Et puis la suite du texte est intéressante. Intéressante parce qu'elle est révélatrice d'un conflit, hein, évidemment. On a donc des soldats français qui sont attaqués par le FLN, des morts, des blessés du côté français. Que fait l'armée française? Elle descend dans 2 villages et elle mène des représailles et on tue des civils. Voilà. On est bien dans une situation de guerre civile, de peur, parce que c'est ce qui explique massivement la violence, la peur des soldats français d'être tués dans des attentats, dans des embuscades, et surtout d'une population qui n'a pas l'habitude de cette technique de guerre. Je vous rappelle que la plupart des soldats qui sont en Algérie sont des jeunes de 18 ans qu'on a tirés à leur famille et qui subissent une pression extrêmement forte parce que la guérilla, les attentats, c'est ça, c'est la peur sans arrêt qui ne vous quitte pas. Et c'est comme ça qu'on légitimera aussi la torture et l'utilisation massive de la violence par les soldats français, mais aussi, on l'a vu dans le texte, hein, par les membres du FLN eux-mêmes. Donc les combats commencent dès la fin de 1954-1955, ils sont très longs. Et en 1956, après 2 années de guerre, le gouvernement de Guy Mollet décide de rompre les négociations avec le FLN. Voilà. En représailles, le FLN lance une nouvelle campagne d'attentats. Et en janvier 1957,
va commencer ce qu'on appelle la bataille d'Alger qui durera donc de janvier 1957 à octobre 1957. L'objectif de cette opération militaire, c'est pacifier la capitale. L'armée reçoit tous les pouvoirs pour mener à bien cette opération, qui sera un succès militaire, puisque en octobre 1957, on a la mort des principaux chefs du FLN de la ville, donc d'Alger. Et cette bataille d'Alger, elle illustre le choix de l'option militaire pour régler le problème algérien, mais elle va continuer aussi au discrédit de la 4ème République, parce que durant cette bataille d'Alger, on a massivement utilisé la torture, ça a été extrêmement violent comme conflit, comme période. Et cette bataille d'Alger, elle montre aussi l'incapacité de trouver une issue politique au conflit qui commence à réellement diviser la classe politique française. Beaucoup commencent à se dire que cette guerre d'Algérie, elle n'aura pas de fin, elle ne trouve pas de solution, et qu'il faut changer complètement, j'ai envie de dire, il faut changer le logiciel de négociation avec le FLN si on veut arriver à trouver une solution durable à la crise. Donc là, vous avez justement une petite illustration de la bataille d'Alger. Donc là, ils ont choisi de faire juin 56, octobre 57, mais le vrai déclenchement, c'est janvier. Voilà. Donc vous avez les quartiers européens, les quartiers musulmans, et ce qui est intéressant, c'est de voir donc les attentats du FLN, bombes, mitraillage à partir de juin 1956, et puis l'opération de l'armée française qui est menée avec les répressions, les arrestations, les exécutions de janvier à octobre 1957. Et là, vous avez aussi en photo un soldat français qui contrôle une jeune femme avec un détecteur de métaux, parce que très souvent les hommes se déguisaient en femmes. Vous savez que les femmes en Algérie étaient voilées à l'époque, et se cachaient avec des bombes ou avec des armes pour commettre des attentats. Donc on a là une illustration de cette bataille, et quelque part de la violence et de la peur. Je vous parlais tout à l'heure de la peur. Là, on a cette image-là. La peur panique finalement d'un attentat qui toucherait les civils. Parce que n'oublions pas que les attentats, ils touchent aussi les civils algériens et européens, pas seulement les militaires. On est bien face à une situation de guerre civile qui, en 1957, ne trouve absolument pas de solution. Là, on est fin 1957, il n'y a pas d'avancée notable dans les négociations, les combats sont de plus en plus violents, et au prochain cours, on évoquera d'ailleurs la césure de 1958, parce que la césure, elle est là, elle est en 1958, date à laquelle Charles de Gaulle reviendra au pouvoir, mais on verra ça au prochain cours. Je vous souhaite une bonne journée.